À la une ce soir, le patrimoine culturel national célébré à travers les journées culturelles Bron. L'événement est à sa deuxième édition. Des conflits récurrents dans le nord de la Côte d'Ivoire entre agriculteurs et éleveurs. À l'origine, la destruction des champs par le bétail. C'est ce que nous verrons dans le dossier du dimanche. En sport, la fin aujourd'hui des mondiaux d'athlétisme de Moscou avec notamment le double succès de la Jamaïque au relais 4 fois 100 mètres hommes et dames. 19h30, le dernier journal de RTI2. Bonsoir à tous. Comment sauvegarder le patrimoine culturel national? L'une des solutions toutes trouvées par la Fédération des mutuelles pour le développement de Transua est la célébration de journées culturelles. La FEMUDESTRA a donc organisé récemment la deuxième édition des journées culturelles Bron dans la sous-préfecture de Transua, dans l'est de la Côte d'Ivoire. L'événement vise également la réunification du peuple Bron. On fait le point avec Laetitia Manglé. Au son de la tombe-blanc, tambour au dos nu, Nzobia et Kosno exécutent avec précision la doha, danse traditionnelle Bron. La deuxième édition des journées culturelles Bron est ainsi lancée. Le choix de la sous-préfecture de Transua pour abriter les festivités n'est pas fortuit. Transua reste à ce jour la seule zone où l'on ne s'exprime qu'en langue Bron. La Fédération des mutuelles pour le développement de Transua, FEMUDESTRA, veut à travers cette initiative valoriser le riche patrimoine du peuple Bron et par ricochet la langue Bron, pratiquée par seulement 30% des fils de la région. Il n'y avait pas de moyen de se retrouver pour parler de développement. On a cru bon de nous mettre ensemble et fédérer toutes les mutuelles de la sous-préfecture pour être plus forts. Parmi les solutions proposées pour redonner de la valeur à la culture Bron, l'écriture de la langue et l'éducation par la tradition occupent une place de choix. Nous avons constaté que nos valeurs traditionnelles sont en perdition. Et cela parce que la jeunesse ne prend pas suffisamment le relais à ce niveau-là. Et donc c'était une façon d'interpeller cette jeunesse-là pour lui rappeler les voies qui étaient utilisées par nos anciens pour éduquer les enfants. Les journées culturelles Bron se tiennent chaque année depuis 2012 dans la période des vacances scolaires. Journées au cours desquelles les meilleurs élèves, cadres du village et acteurs du développement de la région reçoivent des distinctions. Connaissez-vous le football freestyle? Cette discipline sportive est actuellement en vogue chez les jeunes en Côte d'Ivoire. Jonglage du ballon rond avec la tête, en position assise ou couchée, blocage du ballon derrière la tête, enchaînement des dribbles au sol en utilisant la semelle ou le talon. Bref, vous allez le découvrir. Le spectacle était au rendez-vous hier au Palais de la Culture. N'est-ce pas, Michel Digré? Le football freestyle est une discipline libre mêlant l'acrobatie, la jonglerie et la gymnastique avec un ballon de foot. Sur les bords de la lagune ébriée, les adeptes sont de plus en plus nombreux. Après plusieurs mois de compétition, 16 freestylers partent à l'assaut du champion sortant Titi Koné. Pour devenir bon freestyler, il faut avoir la maîtrise d'abord et il faut apprendre à mieux, il faut te concentrer à l'entraînement, il faut savoir mieux maîtriser le ballon. Après les échauffements, le spectacle peut commencer. Pour départager les candidats, un jury pour qui le football freestyle n'a pas de secret. Après 2 heures de spectacle, le jury est unanime. Le champion est Titi Koné qui remporte pour la 2e fois consécutive le titre de meilleur freestyler de Côte d'Ivoire. Le freestyle est un sport qui commence à prendre énormément d'ampleur dans le monde, qui est aujourd'hui un championnat qui réunit tous les pays chaque année à une date bien précise en septembre. Et donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire prenne part à ce challenge au niveau mondial.
En septembre prochain au Japon, Titi Kone affrontera les meilleurs freestylers du monde. Si à son agilité, il parvient à avoir la rage de vaincre de Muriel Aouré, il pourrait faire sûrement des exploits. Campagne de sensibilisation aux pratiques d'hygiène élémentaire dans les quartiers précaires. Les populations du bidonville de Gobélé, situé dans la commune de Cocody, ont bénéficié d'une formation sur le lavage des mains, la prévention du sida et l'allaitement maternel. C'est une initiative de l'association Chianello Aide à l'enfance en détresse. Les détails avec Hamza Diaby. Les programmes de sensibilisation permettent d'informer et d'éduquer les populations. Des populations qui en ont très souvent besoin pour une meilleure prise de conscience. Autrefois mal informées ou pas du tout sur les maladies existantes et leurs modes de contraction, les habitants de Gobelais reçoivent une formation sur les pratiques familiales essentielles. Pendant un mois, ce quartier précaire de Cocody, sillonné par l'ONG Association Chianello, aide à l'enfance en détresse. Nous leur avons expliqué que le lavage des mains au savon est très important. Parce que sans lavage des mains, c'est comme cela que nous attrapons des maladies, des infections intestinales, les diarrhées, les fièvres typhoïdes. Des gestes désormais maîtrisés et pratiqués par les habitants de Gobelais. Depuis qu'elle est venue nous apprendre ça, avant d'allaiter l'enfant, on lave nos mains et puis on positionne l'enfant. Et puis l'enfant tète pendant 15 minutes. Aider ces populations par la sensibilisation aux bonnes pratiques, une initiative saluée. La propreté est une valeur sûre qu'il faut inculquer aux enfants, aux femmes. Et je pense que c'est une très belle initiative. Nous sommes là pour soutenir notre sœur. Le lavage des mains au savon, l'utilisation de la moustiquaire imprégnée, l'enregistrement des enfants à l'état civil ou l'allaitement maternel, des gestes simples qui sauvent des vies et dont ont bénéficié les habitants de Gobelais. Cette action de l'association Chianello est appuyée par l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Un nouveau président pour le mouvement ivoirien des droits de l'homme, Doumbia Yacouba, succède à l'ancien dirigeant Idrissa Traoré. Le 4e congrès électif de l'organisation s'est tenu hier. Le point avec Hamza Diaby. Les intimidations, arrestations et instrumentalisation de la justice, des facteurs qui ont conduit à la création du MIDH, le mouvement ivoirien des droits humains à la fin des années 2000. Son objectif, apporter un soutien à la promotion et à la défense des droits des Ivoiriens. Le fondement de la lutte du mouvement ivoirien des droits humains concernait spécialement les questions liées à la nationalité, les questions liées au foncier rural, les questions liées à l'exclusion, à l'apatridie. Et c'est sur ces questions que nous avons combattu, c'est sur ces questions que le mouvement ivoirien des droits humains, les questions de lutte contre l'impunité spécialement, et nous nous rendons compte que la lutte pour le mouvement des droits humains est d'actualité. Les hommes passent et les institutions demeurent, dit-on. Aujourd'hui, la structure continue son chemin. Elle est à son 4e congrès ordinaire et le président Traoré Drissa a passé le témoin à Doumbia Yacouba, désormais nouveau responsable du siège social du mouvement ivoirien des droits humains. Nous recevons justement sur ce plateau le nouveau président du mouvement ivoirien des droits humains, Doumbia Yacouba, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes maintenant le nouveau président du MIDH. Quelles seront vos priorités? Merci. Les priorités du MIDH demeureront les droits que le MIDH a toujours défendus et protégés, c'est-à-dire les droits civils et politiques. Donc, dès qu'il y a des exactions, il y a des atteintes à la personne physique, le MIDH sera toujours présent. Mais nous avons fait nos armes sur ce terrain-là. Nous attendons pour le mandat prochain axer véritablement nos actions sur les droits économiques, sociaux et culturels. Vous parliez tout à l'heure dans votre émission le droit culturel à promouvoir au niveau des Transua. Alors donc ces droits-là doivent être connus, doivent être promus, et pour que, en fait, l'ensemble de la personne puisse s'exprimer, un individu puisse véritablement jouir de l'ensemble de ses droits et donc être un individu épanoui. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'aller et de venir
pour être un individu épanoui, il faut aussi pouvoir manger à sa faim, aller à l'école, se soigner, se loger. Donc le prochain mandat que je dirige sera axé véritablement sur la promotion de ces droits. D'accord. Alors concrètement, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Peut-on avoir des chiffres? Bon, en termes de chiffres, il est difficile véritablement aujourd'hui de donner des chiffres. Nous constatons simplement que la situation s'est améliorée au niveau des atteintes. En tout cas, au niveau des atteintes aux droits de l'homme, il y a une nette amélioration par rapport à la situation que nous avons connue. Pour autant, je vous disais tout à l'heure que des problèmes demeurent au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du logement et au niveau aussi justement de l'espace même politique, l'utilisation de l'espace politique. Alors, vous parlez de la santé, l'éducation, l'espace politique, justement en matière de violation des droits de l'homme. Quelles sont celles qui sont récurrentes en Côte d'Ivoire? Les violations que nous avons connues en Côte d'Ivoire et de manière récurrente, c'était les atteintes à la vie, c'est-à-dire le droit le plus fondamental même pour l'homme. On a donc attenté à la vie ici sans qu'on puisse donner véritablement des suites, en tout cas pour les auteurs. Aujourd'hui, il y a des impératifs de réconciliation ici et là. Alors, on a tendance à oublier un peu les victimes dans ce cadre-là. Donc, le MIDH est foncièrement attaché à ce que les victimes puissent être entendues, écoutées et obtenir véritablement réparation. Alors, ces victimes-là, comment est-ce qu'elles doivent vous solliciter ou est-ce que votre organisation prend directement en charge les dossiers? Le MIDH, en accord avec la LIDO et la FIDH, est déjà présente devant les tribunaux ivoiriens en encadrant un certain nombre de victimes pour que ces personnes-là puissent être auditionnées par le système judiciaire et que les auteurs puissent être recherchés et éventuellement être punis. Alors donc, des impératifs aujourd'hui de réconciliation, on entend ici et là que pour des impératifs de réconciliation, il faille mettre à perte et profit en fait la question des victimes. Nous, au MIDH, nous sommes foncièrement contre l'impunité, alors de telle sorte que nous militons que l'État véritablement puisse accentuer la lutte contre l'impunité. Le président de la République l'a maintes fois affirmé, personne ne devra être protégé. Les victimes de quelque bord que ce soit doivent être prises en compte et les auteurs de quelque bord que ce soit aussi doivent pouvoir répondre de leurs actes devant les tribunaux. Que proposez-vous alors pour l'amélioration des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Une plus grande implication des Ivoiriens. La société politique a donné véritablement beaucoup de limites. J'invite les Ivoiriens à rejoindre beaucoup plus les associations de défense des droits de l'homme pour que, ensemble, nous puissions changer le quotidien des Ivoiriens et que la question des droits de l'homme soit au centre des préoccupations de tous. Merci à vous, Doumbia Yacouba. Nous recevions donc sur ce plateau le nouveau président du mouvement ivoirien des droits humains. C'est un nouveau président. Ce soir, le dossier du dimanche nous mène dans la région du Ourodougou. Le quotidien de Tienengwe, dans le département de Mankono, est marqué par de récurrents conflits entre éleveurs peuls et agriculteurs autochtones. Les éleveurs installés dans la région depuis une dizaine d'années sont accusés par leurs hôtes de détruire les plantations. Et le 13 juin dernier, là de porter plainte, les autochtones ont décidé de se faire justice. Ils ont décimé le bétail. Les explications de Franck Kouadio. Il ne reste que cendres et gravats de la demeure de Bouraïla, éleveur peul, installé depuis quelques années à Tieningwe, dans le département de Mankono. Dans cette zone agricole, plus d'1 millier d'éleveurs depuis le début des années 2000 prospèrent. Mais la cohabitation avec les autochtones a pris du plomb dans l'aile. Ces derniers reprochent aux éleveurs de laisser leurs bêtes détruire les plantations. Le 13 juin donc, les jeunes de la région, sur ordre de leurs responsables coutumiers, s'en sont pris aux éleveurs locaux. Il y a des bêtes ici, il y avait de l'or, de l'argent blanc, une tonne de maïs, il y avait de l'argent liquide aussi. Après la fouille, maintenant ils ont mis feu. Maintenant ils sont capturés pour les amener dans un village qui s'appelle Ouidala. Plus d'une centaine de bêtes emportées par les agresseurs. Bouraïla a pu retrouver quelques bêtes. Daosekou, installé dans ses bois, a eu moins de chance. Il dit avoir perdu plus de 200 bœufs. Et c'est de ce village, Ouidala, à 5 km de là,
qu'est partie la fronde. Ce jeune agriculteur, comme plusieurs autres vivant ici, dit sans cesse renouveler les plants détruits par les bœufs des éleveurs. Ils ont eu à détruire à peu près tout mon champ et à chaque fois je replante. Des griefs portés depuis toujours à l'attention de l'autorité administrative, mais restés lettre morte selon le vieux Kanté Vanli, chef de canton du Korodougou. Excédé donc, il ordonne une première action en mai, une bravade contre l'autorité qui lui vaut d'être emprisonné à titre préventif. Un matin, je partais dans mon champ, qui allait trouver que les bœufs sont en train de détruire 6 hectares de maïs. Je suis allé à la gendarmerie et à la sous-préfecture à maintes reprises leur tenir informés. Et cela n'a abouti à rien. C'est ainsi, j'ai dit aux jeunes, allez-y à la chasse des bœufs. Leur chef en prison, les populations locales y voient un parti pris de l'autorité. Et le vieux Kanté Vanli, une fois libéré, remet le couvert. Dans ce pays, nous n'avons jamais entendu qu'un chef de canton a été arrêté et emprisonné sans cause. Voilà pourquoi mes enfants se sont levés, parce que leur papa, leur frère, leur aîné a été emprisonné. Conséquence, le 13 juin dernier, plusieurs hordes de jeunes venus de Ouédala et d'autres villages investissent le chef-lieu, saccagent la sous-préfecture et massacrent des bœufs. Scène de pillage identifiée aussi à Braïmadougou, à 25 km de là. Le sous-préfet, d'ailleurs disposé à nous parler, n'a pu obtenir l'autorisation de sa hiérarchie. Et les positions jusqu'à maintenant semblent bien tranchées. On en a marre de ces hommes. Si tu vois nos champs dans un cadre incendié, ce sont les peuls qu'il faut. J'en ai témoin un jour dans mon champ. Alors, voilà pourquoi j'ai dit trop c'est trop. Je ne veux plus voir de peuls sur mon territoire Korodougou. Les dégâts qui étaient commis sont taureaux. Il y a les gens, les baies sont finis. Il y a les gens, ils n'ont plus rien. Maintenant, cette justice doit être faite. Et dans la région, on n'est pas encore sorti de l'auberge. D'autres pillages de bœufs ont eu lieu à Ouaradala, autre sous-préfecture, à quelques kilomètres de là, au moment où autorités locales et les ministres de l'Agriculture et de la Production animale sont instruits par le gouvernement de ramener définitivement la paix dans la région. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Très bon dimanche à vous sur RTI2, bien sûr.